S'il vous plaît, nous allons engager les travaux du premier panel. Donc, le premier panel est consacré à la formation supérieure, à la recherche scientifique, moteur du développement de l'économie bleue. Ce qui est recherché à travers ce panel, en fait, c'est la double perspective. Comment le secteur producteur de connaissances et de savoir, donc l'université, le secteur académique, les centres de recherche, les laboratoires, les projets, les programmes, comment ils sont en train de concevoir la formation et la recherche scientifique pour le développement de l'économie bleue ou de l'activité maritime durable. Mais aussi, il y a une perspective de secteur utilisateur. Donc, nous avons deux échantillons ici, donc en l'occurrence le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Donc, vraiment voir la perspective de cette plateforme scientifique au service de l'économie bleue. Alors, pour cela, nous avons invité un panel. Il va être en format mixte, en présentiel, avec monsieur le ministre Sifrlouhi Sidi Ahmed, qui a été ministre de l'Agriculture, ministre de la Pêche, et qui a toujours été un scientifique engagé. Nous avons travaillé récemment ensemble. Il a piloté toute une équipe sur la prospective sur la sécurité alimentaire. Et donc, il nous intéresse parce que lui-même, c'est une synthèse, si vous voulez, de vision et de perspective. Donc, il cumule un petit peu toute cette expérience de grand gestionnaire de secteurs stratégiques, mais en même temps, sa vision de scientifique et de prospectiviste. Nous avons également invité M. Merabet, qui est à la direction générale de la recherche scientifique et le développement technologique, qui est très investi sur les questions environnementales et climatiques, mais de manière générale sur les ressources. Donc, il est dans plusieurs programmes internationaux. Donc, nous sommes très attentifs à ce qu'il va développer comme argumentaire. Et sur ma droite, donc, c'est Achour Youssef, qui est le représentant du ministère de l'Intérieur, collectivité locale et aménagement du territoire, qui est dans la direction coopération. Mais ce qui nous intéresse, parce qu'on oublie souvent dans nos approches sur les écosystèmes, on oublie qu'il y a un territoire, qu'il y a des collectivités locales et qui sont finalement le réceptacle de toute la réflexion scientifique et les programmes de développement. Je n'ai pas besoin de vous présenter Madame Labidi, qui est le trait d'union entre la recherche scientifique et le secteur de la pêche. C'est une fourmi au sens fonctionnel du terme. C'est quelqu'un qui prépare très bien ses dossiers et qui est très investi sur la connexion entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Voilà, et nous avons quelques invités à qui on a demandé de répondre à distance. Donc, nous avons 3 experts étrangers qui se sont auto-enregistrés. On va les voir par la suite. Donc, je vais commencer par M. Ferrouhi. M. Ferrouhi, je vous passe d'abord le micro. Merci d'être venu. Voilà. Je ne sais même pas comment aborder la question avec vous parce que voilà, vous avez toutes ces différentes perspectives par rapport aux besoins. Vous avez été amené à prendre des décisions très importantes dans le gouvernement pour le secteur de la pêche. Mais aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Donc, vous produisez de la connaissance pour les secteurs. Comment vous voyez un petit peu ces différentes perspectives par rapport à l'économie bleue, bien sûr? En fait, ma première, on va faire certainement des tours des tours de table. Donc, je ne vais pas tout dire la première fois. Donc, je vais dire juste ce qui me semble être important pour installer le décor, puisque Samir a installé avec, je pense, cette matinée qui avec un appui institutionnel qui était remarqué et remarquable. Merci. Et bien sûr avec la présence de messieurs les ministres, mais aussi de beaucoup de responsables d'institutions qui sont en lien aujourd'hui avec ce que nous discutons. Alors, on aurait envie d'aller très vite. C'est l'envie qu'il faut pouvoir gérer. On aurait envie tout de suite de déterminer les thématiques. En se disant, la recherche doit être axée sur telle question, telle question. Donc, et là, il y a un risque. Il y a un risque de penser que l'économie bleue, c'est une histoire de couleurs. Ça veut dire comme s'il y avait une économie sans couleurs. Et après, on met des couleurs bleues, vertes,
Et ce n'est qu'un simple changement de couleur. C'est un peu plus complexe que ça. Alors, il y avait un auteur en prospective qui était connu, hein, qui s'appelait Gaston Berger, qui disait il faut aller plus loin, il faut regarder large, il faut aller plus en profondeur. Cheikh Gaston Berger, Allah yarhamou. Donc, voilà. Et je vais peut-être fixer 2 ou 3 choses qui me paraissent importantes. Alors, sur cette question de l'économie bleue, on est dans un paradoxe. C'est à la fois simple et complexe. On a l'impression que c'est presque évident. Et voilà, c'est compréhensible et c'est facile. Et nous qui venons généralement de l'économie tout court, donc l'économie en silo, l'économie qui est sectorialisée, c'est très facile d'aller vers le bleu ou le vert, ou souvent on utilise aussi d'autres termes comme le circulaire. Bon, voilà. Donc, moi, je voudrais quand même, au départ, vous dire c'est un peu plus compliqué que ça. C'est évident, mais c'est assez complexe parce qu'il y a un double changement de paradigme. Et il faut être conscient de cette rupture. Si on n'est pas conscient de cette rupture, on fait ce qu'on appelle un empilement. On ajoute à ce qu'on fait d'habitude, comme on le fait d'habitude, une nouvelle couche. C'est comme un millefeuille. Alors, c'est pas exactement ça. C'est vrai que celui qui était intervenu avant nous décrivait un peu le processus qu'il y a eu dans l'Union européenne sur la stratégie de l'économie bleue. Mais derrière, il y a beaucoup d'invisibles. Ça ne vient pas comme ça. Donc, il y a des espèces de ruptures qui sont importantes. Alors, à la fois, on a un double changement de paradigme qui est cette question de réfléchir de manière transversale et cette question aussi de la durabilité. Il faut que ça soit durable. Alors, il y a un double saut. Et ce double saut suppose des changements. On ne pourra pas aborder ces questions telles que nous avons l'habitude de les aborder dans nos institutions de recherche ou de formation ou celles qui aujourd'hui gouvernent les secteurs. Alors, première chose, il faut absolument éviter, on va commencer quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut déjà définir ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà un progrès en soi. Il ne faut surtout pas prendre cette question d'économie bleue sous une vision techniciste. C'est une histoire de technique, de technologie. Là, on est vraiment dans l'économie réelle, ça veut dire où se mélangent des hommes, des acteurs, de la connaissance, de la valeur et des chaînes de valeur. Donc, si on vient par l'angle biologique ou l'angle des sciences biologiques, on risque de regarder qu'une partie. Donc, il faut ouvrir. On a besoin d'économistes, on a besoin de sociologues, on a besoin de... Bon, je sais que les gens des sciences de la Terre ont souvent envie de se mettre ensemble. C'est comme ça qu'ils ont fait cette matinée. Et je les vois, ils étaient tous contents. Mais voilà, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il faut qu'on ait des économistes, il faut qu'on ait des sociologues, il faut qu'on ait des statisticiens pour aborder aujourd'hui ces questions en diagnostic, en stratégie et bien sûr en monitoring ou en suivi. Mais en même temps, il faut faire simple et il faut aussi accompagner le changement. Ce qu'on oublie souvent, c'est un autre cadre culturel, un changement managérial. On ne manage pas les questions transverses de la même manière qu'on manage des questions qui sont sectorialisées. Donc, c'est pour ça que la formation a un rôle, hein. Elle joue ce rôle-là. Mais voilà, on est plus collaboratif, on est plus ouvert sur les autres, on partage des instruments, on partage des approches. C'est pas toi tu ramènes un bout et moi je ramène un bout et l'autre il ramène un bout et on fait un séminaire où les bouts se succèdent. C'est nettement plus compliqué. Donc le changement culturel, il est très important parce qu'il est important pour les acteurs
mais aussi pour ceux qui produisent de la connaissance. C'est pour ça que, voilà, je pense qu'en introduction, c'était des éléments qui me paraissaient importants. Peut-être je vais préciser ou là dans une deuxième question qui serait plus centrée un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la recherche scientifique. Voilà. Mais en partant avant tout de cette approche en disant c'est une rupture. C'est pas une histoire de peinture. Hein. Si vous pensez que c'est une histoire de peinture, on va faire deux tours et voilà, les 15 zargan diroha hamra ou les 15 hamran diroha bayda et tout le monde va avoir l'impression que bon, voilà, on a fait le tour. Merci, M. Flouri. C'est évident. Flouri a bien soulevé le fait qu'il faut un temps de maturation des processus de refonte, de planification stratégique par rapport à cette recherche scientifique qui est nécessaire à l'économie bleue. Donc, il a démontré qu'il y avait deux façons de faire, soit aller vite, essayer d'atteindre des résultats rapidement. C'est une façon de faire qui a montré ses limites. Il est plutôt dans la perspective construction progressive, large, holistique, systémique, qui tient compte des différentes dimensions, pas uniquement la dimension biologiste ou la dimension écologiste ou celle de la ressource, mais aussi la dimension gouvernance, financement, en fait, l'aspect vraiment, l'approche systémique au sens large du terme. C'est pour cela que nous avons invité aussi M. Merabet, qui est de la direction générale, lui qui a l'habitude de manipuler, enfin, d'être impliqué dans les grands programmes et tout. Et je sais que la DGRSDT, qui est le bras du secteur hein, pour le développement des programmes de recherche, donc j'aimerais vous entendre sur ces questions, s'il vous plaît. Merci. Merci, professeur Grimes. Salam alaikum. Donc, d'abord, oui, je suis représentant de la GSDT, mais je suis en même temps sous-directeur des programmes internationaux de recherche. Ça veut dire, durant mes interventions, je vais vous présenter quelques opportunités à ne pas rater. Et en même temps, je suis point focal JET Algérie, ça veut dire j'ai une relation aussi avec le changement. On va essayer de faire le lien entre les différentes thématiques qui ont été bien expliquées la matinée par le professeur Grimes. Voilà, donc il y a deux volets dans le panel, donc la formation et la recherche. D'abord la formation, nous sommes tous, 99%, un fruit ou un produit de l'enseignement supérieur algérien. Et donc, chacun dans son domaine, mais parfois, il est temps il faut travailler ensemble. Et là, lorsqu'on parle d'économie bleue, la première image qui nous vient dans la tête, c'est la mer, ça veut dire c'est directement l'eau. Alors que, donc, comme il a été expliqué par le professeur, donc tous les domaines sont liés à cette économie bleue. On voit donc le transport d'hydrocarbures, les énergies renouvelables offshore, on voit donc la pêche, ça fait partie de l'agriculture. Ensuite, le dessalement, le traitement des eaux, la télédétection, donc toutes les spécialités donc convergent vers un même but. Et parfois, on résiste à ce qui est nouveau. Je vous raconte une anecdote. Donc, en 2019, donc lors de la COP 25 à Madrid, il y avait une présentation d'un professeur américain. Eh ben, il a dit qu'il a réalisé une centaine de projets sur le changement climatique, mais sans qu'il prononce le mot changement climatique. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, c'est un pays quand même donc pétrolier, gazier, gaz de schiste, etc. Donc, lorsqu'on entend donc le mot changement climatique, donc ça gêne. Alors que pour lui, il montre le volet donc l'opportunité, les opportunités que nous offre donc ces thématiques donc de changement climatique en matière d'atténuation, d'adaptation, etc. Et bien sûr, la DGRSDT, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, comme vous l'avez vu, a fait des efforts ces dernières années. D'abord sur le volet réglementation, il y a eu plusieurs décrets qui ont été publiés récemment, dont donc un décret qui permet par exemple de
de rétribuer le chercheur et l'ingénieur du partenaire socio-économique dans le cadre du programme national de recherche. Et là, vous savez que les PNR, par exemple, offrent des opportunités pour plusieurs thématiques en relation avec l'économie bleue, dont la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen, bien sûr. D'autres opportunités, je vais les présenter tout à l'heure, les programmes internationaux de recherche, etc. Voilà. Merci. Donc, avant de passer à nos deux secteurs utilisateurs, donc, vous allez entendre deux experts qui, tous les deux, ont intervenu en Algérie à des périodes différentes. L'un d'eux était intervenu quand vous étiez en poste, Monsieur le Ministre, en l'occurrence Christophe Levisage, qui est un expert, mais on va dire euro-méditerranéen sur les questions de la politique maritime intégrée. À l'époque, il y avait un financement de l'Union européenne pour discuter avec les gens de la rive sud, les pays de la rive sud, pour voir un petit peu. Exact. Voilà. Et donc, c'est un projet qui a été porté à ce moment-là par le ministère chargé des Transports. Voilà. Et Christophe Levisage était venu à ce moment-là pour présenter un petit peu cette politique maritime intégrée qui aujourd'hui finalement est transformée c'est la composante gouvernance, si vous voulez, de l'économie bleue. Mais avant lui, on va entendre Thanos Manis, qui était dans l'équipe qui a participé à l'élaboration de la stratégie nationale sur l'économie bleue et qui est en même temps le hub national de la Grèce, de l'initiative WestMed. Donc, ça va pas durer longtemps. On va projeter leurs réponses sur des questions. First of all, I would like to thank Esmal and especially Samir Deus, a colleague and friend, for inviting me to the Blue Solution Conference. I'm honored being invited, although it would have been much better if I could travel to be there with you to further discuss the establishment and development of the economy in Algeria, continuing actually our efforts for the SNEP 2030. As you know, many countries use the economy as a policy tool or means to drive economic growth and create jobs. Focused on revitalizing the economy, the marine industrial activities include construction, transportation, mineral resource development, shipbuilding, pharmaceutical enterprises, sustainable energy, maritime tourism, fisheries and aquaculture. And in addition to these traditional marine development activities, marine-oriented information and science sectors are playing an increasingly stronger role in boosting blue economy development. Blue economy needs compliance with Sustainable Development Goal 14, with the attribute focused on conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources. To this end, clusters and academia are playing a crucial role on incubating scientific achievements, driving forward innovation and investments. The integration of these sectors, focusing on marine science and research, education, achievement conversion and academic exchanges, speed up of clustering of marine high-tech research and development, high-tech talents, high-tech industry and service organization, significantly improve the abilities of independent innovation, achieving conversion and industrial cultivation, endeavors to establish world-leading centers for marine scientific and technological research and development, centers for incubating and trading marine achievements, centers for cultivating emerging marine industries, or blue education and talents. For example, centers for blue tourism and healthcare, and could become innovation hubs that deeply integrate scientific research, education, and living. At this point, I would like to highlight the importance of information and data. Integrated observatory systems can play a crucial role in coordinating science and technology communities around the data and information priorities of resource managers and policymakers. And here is actually where high-quality research and innovation comes into play to assist untapping the potentials of blue economy, of sustainable blue economy. Therefore, research activities to generate knowledge are essential components for certainty and security of sustainable blue growth. Ocean literacy is becoming more and more in subject to improve the understanding of the marine system and spatial planning for an efficient and sustainable management of activities in sea and maritime monitoring to have a better picture of what is happening in the sea and can be achieved through proper research activities. Research and innovation activities under these destinations actually aim at both first experimenting with new ways to govern the transition process and modernizing the government. Additionally, they provide an opportunity for the private sector to significantly contribute to reversing the trend by leading and developing a robust and resilient blue economy, which will focus on securing
a healthy and resilient ocean by enabling the private sector and other stakeholders to collaborate in advancing scientific knowledge sharing, and developing fit-for-purpose solutions that are always ecologically beneficial and economically sound. Better ocean science may lead to numerous benefits for the private sector, including cost savings, operational efficiency, increased market shares, predictability, and stable supply chains, enhanced relationships with stakeholders, improved access to markets and customers, as well as attracting new investments. Finally, I would like to highlight which are the scientific needs to achieve a robust blue economy, and which is the role actually of the science in this direction, which will be the role that science can play in this direction. Scientific needs to achieve a robust blue economy to become the interdisciplinary research on ocean connectivity, including physics, chemistry, biology, ecology, human activities, which contribute to the conservation and sustainable use of the ocean. The integration of emerging technologies, such as, for example, artificial intelligence and machine learning, into data collection, management, analysis, and application could become crucial, and is crucial at the moment. And development of ocean science that fosters participation of all stakeholders with focus on a holistic vision of the marine ecosystem and the most effective ways to ensure its integrity and sustainability. So, science and research should involve the following: demystifying the blue economy by understanding what it is, how it can be measured, and what it means for research. Enhance the potential for collaborative research involving players in private and public sectors to develop innovative projects that could be the drivers for the blue economy sectors to provide new job opportunities. There's a big opportunity here, and we need to include both private and public sector. Finally, we should involve various players in this aspect, including universities, NGOs, government research institutes, consultants, and firms. So, to create a kind of ecosystem to use blue economy for better living. I don't want to take more of your time. Thank you once more, and I wish all the best for your program. Dear participants, dear colleagues, first of all, I would like to thank ESMAL and especially Samir Grimms, a colleague and friend, for inviting me to the Blue Solution Conference. I'm honored being invited, although it would have been much better if I could travel to be there with you. Voilà, donc vous avez entendu probablement un certain nombre de mots-clés, recherche, innovation. Il a beaucoup insisté sur la recherche scientifique, mais secteur privé et secteur public. Donc il n'y a pas de distinction entre les deux, notamment sur la question de la recherche scientifique, parce que le secteur privé est aussi un solutionneur par rapport à l'économie bleue. Vous avez certainement aussi capté le mot incubation. Il avait dit tout à fait au début de son intervention, sachant que l'incubation, au sens l'accompagnement des entreprises ou des idées innovantes pour créer de la valeur, soit scientifique, soit économique. Et il ne vous a pas échappé non plus qu'il a parlé des observatoires et l'importance des données, et surtout la donnée qui doit relier les acteurs. C'est comme ça qu'il l'a souligné, comment les bases de données ou l'information ou la donnée autour de l'économie bleue peut être un lien entre les acteurs, les investisseurs, les parties prenantes. Nous allons entendre Christophe Levisage tout de suite. Si vous voulez pour répondre, on essayer de répondre à deux questions. La première concerne la planification de l'espace maritime et de manière dont on peut soutenir l'économie bleue. À mon avis, son rôle peut être fondamental si on considère que l'économie bleue se fonde sur l'exploitation et la valorisation du capital maritime. Il faut se rappeler que les composantes naturelles de ce capital ont une dimension spatiale importante. Ainsi, le patrimoine naturel, les écosystèmes, les habitats marins, est réparti de manière très inégale dans l'espace. C'est aussi le cas des ressources marines, minérales, biologiques, énergétiques, avec par exemple les gisements pétroliers, gaziers, métallifères ou les gisements éoliens, ou encore des concentrations de ressources halieutiques, des stabilités aléatoires. Il mérite enfin un espace à plusieurs dimensions, le sous-sol, la colline, les surfaces, et cet espace qui peut avoir une activité maritime, que ce soit sur la portée pour le transport maritime, ou bien pour l'exploitation des ressources, la gestion et la protection du patrimoine naturel. Donc la la planification de l'espace maritime, c'est donc potentiellement un instrument puissant pour organiser cette exploitation et cette valorisation. Commençons par le volet le plus évident, celui de l'espace. La gestion de l'espace et des usages de l'espace est au centre de la QLM, qui permet d'organiser le partage de la valeur dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas oublier le temps, puisque ces deux dimensions sont liées. On peut se partager dans le temps l'occupation du même espace. La QLM a la capacité de planifier dans ces deux dimensions, le temps et l'espace. C'est donc un instrument de base
pour la gestion des usages de l'espace maritime sur lesquels repose l'économie de l'eau. On y pense moins, mais la PEE, c'est aussi un puissant instrument de gestion des ressources marines qui implique une très forte dimension spatiale, comme je viens de le rappeler. Leur exploitation raisonnée passe par une planification dans l'espace et le temps. Mais justement, les PEE fournit un cadre spatial et temporel pour l'allocation et l'exploitation des ressources marines qui sont centrales pour l'économie bleue. J'en viens enfin au patrimoine naturel. Enfin, non pas parce que le sujet est secondaire, parce qu'au contraire, les enjeux de protection de ce patrimoine devraient s'imposer aux enjeux d'exploitation que j'ai évoqués avant. Le patrimoine, c'est ce que le passé et le présent transmettent au futur. C'est donc sur le patrimoine que se construit l'avenir. Patrimoine social et politique, bien sûr. Et d'abord, le patrimoine naturel. Sa protection est donc à la base de l'économie durable. À cet égard, le PEE est naturellement le cadre le plus adapté pour permettre de mettre en œuvre les mesures de protection de dimension spatiale, commençant par les aires protégées, les AMP, ou d'autres mesures basées sur les zonages. Mais les AMP, même si elles étaient bien gérées, et une réglementation environnementale sectorielle, même si elles étaient bien appliquées, ça ne suffit plus. C'est sur les impacts cumulés qu'il faut désormais limiter. Et ça ne peut se faire que dans un cadre intégré, comme celui que propose la PEM, qui est la capacité de prendre en compte simultanément les enjeux a priori antagonistes de protection et d'exploitation et les compatibles. Cette intégration est la clé de l'économie bleue et la PEM est un instrument central pour la réaliser. En commission, bien sûr, de la considérer comme un véritable instrument de planification pour l'avenir, et non comme trop souvent encore comme un simple instrument de zonage au service des seules activités actuelles. La deuxième question à laquelle on a demandé de répondre, c'est la thématique de recherche prioritaire pour la PEM en Méditerranée. Alors, je vais d'abord enfoncer une porte ouverte pour décider d'agir. C'est ça le champ de la PEM. On a besoin de connaissances. Et on décide avec les connaissances d'aujourd'hui qui viennent de la recherche d'hier. Donc, la première priorité en matière de recherche, c'est d'abord d'assurer l'accès aux résultats de recherche existants. Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas la question posée, mais je veux dire. Même si la recherche vise toujours finalement à accroître les connaissances, ces motivations peuvent être différentes selon l'usage qu'on veut en faire. Du point de vue de la PEM, les priorités de la recherche sont les mêmes. La connaissance n'est pas suffisante pour prendre de bonnes décisions et les mettre en œuvre efficacement. En tant que praticien, je pense donc qu'en matière de recherche, la priorité en Méditerranée devrait être d'une part de mieux connaître l'environnement marin et littoral, sur lequel repose l'économie, je l'ai déjà rappelé, et d'autre part de fournir les outils pour exploiter durablement les ressources de la mer et du littoral, et selon les trois axes de la durabilité environnementale, économique et sociale. La première priorité est donc d'améliorer la connaissance de l'environnement marin et littoral, les paramètres physiques et chimiques, bien sûr, les écosystèmes et leur fonctionnement, la biodiversité. Ce volet devrait prioriser les programmes d'observation, l'observation spatiale in situ et de surveillance, mais aussi le développement de modélisation opérationnelle et climatique et de modélisation des effets du changement climatique sur l'environnement méditerranéen. La deuxième priorité, à mon avis, c'est la recherche sur les ressources marines, les ressources classiques, comme les ressources nouvelles, par exemple les ressources génétiques. Quelles sont-elles aujourd'hui, mais aussi, et peut-être surtout, dans quelle mesure peuvent-elles ou pourraient-elles être durablement exploitées? Troisième priorité naturelle, la connaissance des impacts de ces activités sur le milieu avec un focus sur les impacts accumulés dont j'ai souligné l'importance. Quatrième priorité, enfin, l'intégration de tout ça. On a besoin de modélisation écosystémique et sociale en soutien à la décision, afin de maximiser les bénéfices économiques et sociaux de l'exploitation de la mer et du littoral tout en maîtrisant les impacts. Pour terminer, je veux souligner que même si la recherche porte sur les bons thèmes et vise à répondre aux bonnes questions, ce qui est essentiel, ça ne suffira pas si on ne fait pas l'effort de rendre cette connaissance disponible pour les décideurs quand ils en ont besoin et sous une forme qu'ils peuvent assimiler. Pour les décideurs, mais aussi pour les citoyens qu'ils représentent. On appelle ça de vulgarisation ou interface science-décision, ce transfert de être une priorité de la recherche au même niveau que la production de nouvelles connaissances. Merci de votre attention. Merci Christophe. Voilà, donc nous avons tout de suite faire le lien avec Madame Labidi, la question de la planification de l'espace maritime intégré, la question de la politique maritime intégrée, et puis les priorités en termes de recherche ont été soulevées. De votre perspective, comment vous voyez tout ça, Madame Labidi, en tant que secteur? Bonjour. Exact. Je vais aller dans la continuité de Monsieur Nicolas Christophe Levisage sur tout ce qui est partage équitable de l'espace maritime. Je rappelle que le secteur de la pêche, qui est au cœur de cet espace en matière d'exploitation, de préservation et de conservation des ressources, cette mission du ministère de la Pêche ne peut être assurée
et exécuté sans l'aide et la contribution de l'ensemble des parties prenantes, des secteurs, à savoir le secteur des transports, qui a pour charge et mission tout ce qui est gestion des navires de pêche, le secteur de l'industrie, le secteur de l'environnement également, qui est chargé, le ministère qui est chargé de l'environnement, dans tout ce qui est accompagnateur de tout ce qui est biodiversité, préservation des milieux marins, et ainsi que la préservation de la ressource biologique. Vous avez également le secteur chargé de la recherche scientifique, également qui est le pivot de tout ce qui est développement, de toute initiative qui va dans le renforcement des connaissances en matière de ressources biologiques disponibles, donc dans cet écosystème. Et comme vous le savez très bien, de façon non réfléchie. Nous avons comme mission prioritaire la connaissance de la disponibilité de la ressource biologique qui au niveau, c'est-à-dire qui est présente. Pour cela, la stratégie de recherche du secteur de la pêche est conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment à travers l'objectif 14, qui est tout ce qui est protection de l'environnement marin. Et, comme vous le savez, la recherche scientifique qui est l'un des points essentiels de l'ODD 14. Et nous avons en principe comme objectif et le déploiement ou la mise à disposition d'un budget de l'État qui est à hauteur de 17% au service de la recherche scientifique dans le domaine marin. C'est-à-dire, si on prend que la recherche scientifique dans le domaine marin, l'État, en principe, si nous nous conformons aux objectifs, à l'objectif l'ODD 14, nous avons 17% du budget de l'État à disposition de la recherche scientifique dans le domaine marin. C'est-à-dire, d'où l'importance et la place, c'est-à-dire qui est vraiment importante du domaine marin, politique mondiale, la politique des Nations Unies. Également, nous avons notre stratégie de recherche s'imbrique et elle s'intègre dans les activités que nous menons à l'échelle régionale et internationale avec des institutions régionales internationales, à savoir la CGPM, la COBAMS, l'ICAT, également. Et donc, nous sommes en conformité avec tout ce qui est inscrit au niveau donc des Nations Unies. Nos objectifs stratégiques vont vers le renforcement des connaissances de la ressource biologique, notamment dans la partie, c'est-à-dire les zones du large, afin de décongestionner un petit peu la pression qui est exercée au niveau des côtes et aller au-delà des zones donc côtières, là des 12 000 et 24 000 marins. J'imagine, Madame Labidi, que vous avez besoin que le secteur de la formation universitaire et de la recherche scientifique puisse développer des projets ou des PNR sur ces questions-là. Exact. Exactement. Et donc nous avons enregistré une nécessité pour le développement de cette activité et bien sûr la recherche scientifique est en priorité, c'est-à-dire que c'est notre pivot, c'est notre soutien, elle trace la route, la recherche scientifique trace la route vers un développement dans ces zones. Nous avons également le développement de tout ce qui est industrie de la pêche, la valorisation des produits de la pêche. Le secteur de la pêche a besoin de s'intégrer dans tous les secteurs économiques, c'est-à-dire que nous n'avons pas que la mission de préservation, pas qu'on reste dans l'optique de préservation de
conservation de la ressource. Bien sûr, c'est notre rôle parce que nous devons préserver, conserver pour pérenniser, mais il faudra qu'on sorte de la coquille c'est-à-dire tout ce qui est recherche fondamentale et aller au-delà, c'est-à-dire la part du secteur de la pêche au sein du gouvernement, sa part au niveau de l'économie nationale, au niveau de l'industrie, l'utilisation des sous-produits de la pêche qui n'ont pas une valeur commerciale à présent, qui ont une valeur très importante dans tout ce qui est produits pharmaceutiques, produits de l'industrie, de la transformation, la valorisation de ces produits au niveau des centres hospitalo-universitaires et également nous devons s'ouvrir dans tout ce qui est efficacité énergétique. Nous avons le secteur de la pêche a mis en place grâce à la coopération, au titre de la coopération l'Union européenne, une stratégie nationale de l'efficacité, une stratégie du secteur de la pêche en matière d'efficacité énergétique. Et donc, nous avons des actions qui ont été enregistrées. Nous avons une mission d'exécuter toutes ces actions. Et la recherche scientifique est la bienvenue pour essayer de formuler des projets de recherche afin d'essayer d'expérimenter l'apport et la contribution de tout ce qui est efficacité énergétique, renouvellement des énergies renouvelables et la part des énergies renouvelables dans le secteur de la pêche. Je ne vais pas encore m'étaler, je laisse mes collègues. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Alice Mal, et qui avait montré que le kilo de poisson en moyenne qui était pêché en Algérie coûtait 1,5 fois plus de fuel qu'en Turquie et 2,4 fois plus de fuel qu'en France. C'est-à-dire que 1 kilo de poisson avait une facture énergétique qui est beaucoup plus importante. On a pris deux pays, un du Sud et un du Nord, donc la Turquie et la France. Ça veut dire qu'on a, et c'est bien de soulever cette question, parce que la facture énergétique finalement de la pêche se répercute sur le coût du poisson. Voilà un segment de recherche scientifique et probablement de travail institutionnel. Donc, j'ai sur ma droite Si Youssef qui nous vient de l'intérieur, qui est dans la coopération. Et je disais tout à l'heure que parfois on oublie qu'on a un territoire. On imagine des stratégies, des plans d'action et on oublie qu'il y a des collectivités locales, des municipalités qui doivent porter tout ça. Voilà. Vous attendez quoi de la recherche scientifique, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Grémas. Je pense on ne peut pas concrétiser une stratégie nationale sur l'économie bleue sans l'implication des collectivités locales. À ce titre, notre département ministériel, et dans le cadre de formation et de renforcement des capacités, vise de territorialiser les ODD, notamment les ODD 13 et 14 qui est lié avec changement climatique au profit des cadres et les élus au niveau des communes et des wilayas. Également, notre département ministériel organise 2 sessions de formation au profit des élus concernant l'amélioration dans la matière de risque majeur. D'accord. Voilà. Également, je pense qu'on ne peut pas avancer sans l'implication des associations et des sociétés civiles dans ce domaine. Voilà, monsieur. Je peux déjà vous conforter en vous disant que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre en personne a donné des orientations à ce que les projets de recherche soient territorialisés, c'est-à-dire qu'ils doivent être une réponse par rapport à une problématique locale. Voilà. C'est la nouvelle vision, c'est-à-dire que plus le projet est un projet qui est ancré sur le territoire et plus il a la chance d'être financé. Donc on est vraiment en phase. Voilà, en relation entre les recherches et les collectivités locales. Exact. C'est une synergie qui est nécessaire. Voilà. Donc on va peut-être laisser M. Ferrochi qui a pris du recul à nous entendre tous réagir et qui va nous faire une petite synthèse de 3 minutes avant de passer au second panel. S'il vous plaît, M. Ferrochi. Très bien. Bon, on est au début, il faut être patient, Il faut être très patient. Et je pense qu'on aura cette discussion peut-être dans 2 ou 3 ans. Et que d'ici là, le projet se sera déroulé et qu'on aura peut-être une vision
un peu plus... Mais partons d'une folie. On est dans le changement, donc il faut innover. C'est clair. Donc il faut innover, il ne faut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Il ne faut pas dire ce qu'on a l'habitude de dire. Un peu quand même. Non, on a les autres espaces où on a l'habitude de faire ça. On n'a pas besoin de les ramener encore à cette question-là. Ils sont là, ils existent, ils vont continuer, ils sont utiles. Et c'est très important de pouvoir continuer à travailler sur les écosystèmes, les ressources marines, à travailler sur tout un ensemble de questions sur lesquelles on travaille depuis plus de 30 ans. Hein, donc, il n'y a pas... C'est utile, c'est important. Mais voilà. L'économie bleue, c'est une rupture. On vient faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est un espace nouveau. Si on veut qu'il soit créatif, si on veut créer des nouveaux gisements de croissance, parce qu'en fait, c'est rechercher de la croissance pour nous, contextualiser. La croissance normale, nous l'avons épuisée et nous sommes en train de la voir chaque année. On essaie qu'elle soit durable, qu'elle soit son empreinte écologique soit la moins... Bon, voilà. Mais ce qu'on est en train d'essayer de faire dans l'économie bleue, c'est d'aller chercher des gisements de croissance dans les coins. Donc, il faut avoir conscience qu'il y a des nouveaux sujets à aborder, des nouveaux liens à créer. Mais pas avec, je dirais, l'ancienne bassine. L'ancienne bassine, ma cache mouchkela, raï hamra, je vais pas prendre l'eau de l'ancienne bassine, la mettre dans la bassine bleue. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est un peu de pousser. C'est pour ça que je suis un peu dur. Je sais que je suis un peu dur. Non. Bon, mais voilà. Donc, est-ce qu'on va faire de la recherche scientifique dans ce domaine? Si on le fait dans le modèle conventionnel, rien ne changera. On changera les mots. Ça existe, c'est bien, les programmes sont là, il faut le faire. Mais là, on est dans l'économie. On répond à un besoin économique. C'est les acteurs qui sont au centre, ce n'est pas les chercheurs. On construit des réponses avec des demandeurs. Il n'y a pas de demandeurs, je ne travaille pas sur la réponse. Ou sinon, je travaille sur des réponses d'avenir. Et voilà. Mais on est dans une approche RDI. On n'est pas dans une approche recherche scientifique. Et RDI piloté par l'aval, pas par l'amont. Ce n'est pas les scientifiques qui proposent, ce n'est pas les chercheurs qui proposent, mais c'est demain DP World qui a un problème, qui veut pouvoir, je ne sais pas, j'ai pris cet exemple, qui veut pouvoir optimiser une fonction et on va se mettre autour de ça avec un mode d'intervention. Et là, j'ai pas le gars qui vient faire un PNR de 3 ans avec publication, 5 points, colloque, 3 points. Bon, voilà, j'ai pas envie de... Là, ce mode existe, il n'y a pas de problème. Mais là, on est dans un autre jeu. Et je veux vous pousser à ça. Sinon, vous allez reproduire la même mécanique, le même schéma. Il faut d'autres approches et il faut customiser. PME, CIZG, économie bleue. Nous devons à la fois maîtriser, mais en même temps customiser. Nous ne sommes pas obligés de prendre le concept de l'Union européenne. Le concept de l'Union européenne lui-même a évolué. Entre la stratégie 2012 et la nouvelle qui est plutôt Sustainable Economy, nous ne sommes pas dans la même phase. Et nous devons être, on ne doit pas être des espèces de... que des simples consommateurs d'approche. Nous devons avoir la capacité de recherche, développement, de pouvoir customiser ces approches. Comment on les met en place, comment on peut trouver des gradients, garder les mêmes objectifs. Je fais une AMP.
Est-ce qu'une AMP en Algérie doit ressembler à l'AMP à Marseille ou l'AMP à... Et ça veut dire que je vais transposer le poisson et les hommes. Donc je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire en termes de conception qui est très compliqué parce qu'on a l'habitude de décliner. Il y a l'économie bleue. Allez, ça y est, voilà, les définitions, on va les décliner. Maintenant, les autres, on va leur dire, vous êtes bleu. Le bleu, nous devons mettre un contenu. Nous, aujourd'hui, nous avons besoin de croissance. Nous avons besoin d'emploi. On est dans une école qui forme, et moi, tout mon engagement depuis quelques années, c'est d'ouvrir des champs d'employabilité et d'ouvrir de la croissance. Est-ce que je suis dans une logique de développement durable au sens strict du terme? Oui, je prends. J'aimerais bien que l'empreinte écologique ne soit pas trop forte, mais j'en fais pas une priorité. C'est pas moi qui c'est pas la facture énergétique des sardines qui a perturbé la couche d'ozone et qui fait les changements climatiques. Parce que quand dire le hisab, notre empreinte écologique, elle n'est pas historiquement cumulable. Donc je pense qu'il faut qu'on contextualise. Ça ne veut pas dire qu'on refuse les autres, qu'on refuse le débat, qu'on refuse les méthodologies. Mais nous devons avoir cette capacité à le faire. Il faut aussi anticiper l'avenir. Il faut s'organiser autrement et former même autrement. Je vais terminer peut-être avec ces... Non, peut-être qu'il faut laisser l'assistance poser des questions et tu auras le temps de réagir si tu veux. Pardon. On aura à peu près 15 minutes pour des questions, s'il vous plaît, directes et très claires, pas des commentaires. Mais même si c'est un commentaire très court. Et je demande aussi aux panélistes de pouvoir répondre de manière aussi directe et claire, s'il vous plaît. Et vous présentez en posant votre question, s'il vous plaît. Madame Rebzani. Plutôt, si vous le permettez, je vais plutôt faire un commentaire. Court. Je vais essayer, en précisant que je suis directeur de labo à l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene et que l'océanographie, les études des sciences de la mer et océanographiques ont commencé depuis bien plusieurs années, à savoir dans les années 80 et nous avons formé et des ingénieurs en aquaculture et des docteurs et des magistères et de la formation jusqu'à la formation doctorale. Et nous avons aujourd'hui des professeurs, etc. La formation qui a été réalisée durant ces années, depuis plusieurs années dans cette université et faculté, s'est basée bien sûr sur la recherche fondamentale, mais cette recherche fondamentale nous a amené à de la recherche appliquée. Et quand on fait une étude d'un site, quel qu'il soit, on cherche non seulement à la biodiversité qui se trouve, que ce soit halieutique ou que ce soit diversité des substrats meubles ou durs, du benthos ou du pélagos, nous nous sommes intéressés à ces organismes qui vivent dans un habitat et dans un milieu, et il faut savoir quelle est la qualité de ce milieu, et de faire son suivi dans le temps et dans l'espace, d'une part. Et nous avons, dans notre université aussi, réalisé des fiches, comme ça se fait en Europe. Nous les avons appliquées, adaptées à nos sites d'études. Et nous avons réalisé, pour nos décideurs et pour nos gestionnaires, nous avons réalisé des fiches d'identification de faune et de flore. Donc, si on s'intéresse à ce travail qui a été fait, on pourrait déjà, c'est un plus, nous avons déjà réalisé depuis des années ce genre de travail. Donc, c'est un pas de l'économie bleue. Il faut arriver jusqu'aux gestionnaires et jusqu'aux décideurs. Ça s'est arrêté à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas pu aller plus loin. C'est tout. Je tenais à préciser que nous y travaillons à cette réflexion de faire participer les acteurs, les pêcheurs, tout l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup, Madame Rebzani. Merci beaucoup. J'ai essayé de résumer. Il y a une question, je crois, ici à droite, ou un commentaire. Oui, salam alaikum. Salam. J'aimerais juste... donc, Ilyas Halfaoui. Vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, Ilyas Halfaoui, je représente un cabinet d'expertise. Juste pour apporter un complément par rapport à ce qui a été dit, enfin, un retour d'expérience. Nous, ce qu'on remarque avec les entreprises, notamment les entreprises publiques, toutes tailles confondues, c'est qu'elles ne savent pas acheter de l'expertise. Elles ne savent pas
Elles ne savent pas comment procéder, acheter de l'expertise, identifier un besoin d'expertise pour des modèles. Et là, pour faire le lien justement entre ce qui est fait entre recherche fondamentale, recherche appliquée et le monde de l'entreprise, créateur de richesse. Ils savent pas faire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ils savent pas. Donc du coup, il faut procéder par d'autres façons. Enfin, j'imagine que chacun essaie de naviguer comme il peut et comme il sait faire pour essayer de placer son expertise à travers des audits, des études, ceci, cela. Mais c'est drôle, mais alors je sais pas, c'est peut-être dû, je sais pas. Là, je pense que c'est une vraie question. Comment avoir des managers au sein des entreprises qui puissent faire un diagnostic et se dire, OK, on ne sait pas ça, avoir une veille, faire appel à des experts, à des cabinets, des études, pour justement questionner, remettre à niveau leur modèle de gouvernance, leur modèle de management, lancer des projets de recherche, demander des fonds pour développer tel ou tel projet, en gros pour gérer une entreprise, pour contribuer. Alors ça, c'est pour les entreprises publiques, mais compte tenu de la typologie, de l'architecture de notre système économique, l'entreprise publique, quand même, elle a un rôle. Et l'entreprise privée, je sais pas, on peut l'appliquer sur tous les secteurs d'activité, mais j'imagine encore plus sur l'économie bleue ou l'économie de l'aquaculture et de la pêche et tout ce qui va avec. Bon, je pense qu'il y a quelque chose. Il me semble qu'il y a un problème qui va au-delà de l'économie bleue. Voilà. Là, on est en train de pointer un problème entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche qui va au-delà de l'économie bleue, au-delà. Mais si on arrive à bien le toucher du doigt, à poser un diagnostic froid et à prendre du recul par rapport à ça et apporter les solutions adéquates, je pense que l'économie bleue sera aussi gagnante dans cette histoire. Voilà. Merci. Ce que je peux vous dire déjà, par rapport au constat que vous faites, c'est qu'un certain nombre de marchés publics, parce que certaines institutions publiques sont dans l'incapacité d'acheter cette expertise ou en tout cas de la demander d'une manière ou d'une autre, il se retrouve que pas mal de projets de réalisation sont réévalués parce que les termes de référence sont mal dimensionnés parce que justement c'est fait par des gens de l'administration qui n'ont pas les outils de l'expertise technique justement pour pouvoir dimensionner techniquement et financièrement. Donc on se retrouve avec des projets qui devraient se faire en une année, finalement c'est sur 5 ans, qui étaient dimensionnés par 10 milliards de dinars, finalement c'est 50 milliards de dinars. Et ça, on ne se rend pas compte de ça, mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème qui va bien au-delà de l'économie bleue, comme vous le dites. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, allez-y. Déjà, je voulais juste vous reprendre un peu sur ce que vous venez de dire. C'est pas toujours vrai. L'expertise au niveau de l'administration, elle existe. Il y a des gens qui sont capables de faire de l'évaluation et tout, mais les choses font des fois que la réévaluation est nécessaire. Donc, je voulais juste revenir un peu sur un point, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une dualité entre la recherche et le secteur économique. Au contraire, il faut qu'il y ait une complémentarité. Et donc, il ne faut pas avoir peur de la recherche. Il ne faut pas avoir peur des résultats de la recherche. Il faut les accepter. Il faut en faire avec. Aujourd'hui, c'est plus un nouveau concept. C'est un nouveau concept d'économie bleue qui a besoin de la recherche. Parce que ça doit être le moteur et l'initiateur d'idées pour pouvoir trouver des éléments nouveaux, de nouvelles bases pour développer une économie qui s'intègre et qui se durabilise par rapport à cette nouvelle conception d'économie bleue et qui n'est pas qui me au secteur de la pêche ou parce que c'est bleu, ça n'a rien à voir. C'est un concept qui est beaucoup plus général et qui demande une intégration globale avec la recherche qui doit être l'initiateur d'idées. Et merci. Merci. Il y a une dame qui a... Alors, 1, 2, 3. Voilà. On prend les 3 dans l'ordre. Mustafa. Voilà. Pardon. Merci, Samir. Monsieur le ministre, M. Farouki, vous avez parlé de rupture. De rupture, voilà. De rupture. Et puis, je pense qu'on peut faire le rapprochement avec le changement de paradigme, si je m'abuse. Voilà. Mais je pense que dans la question de la rupture, il y a quelque part transition, une période de transition. Et on sait tout à fait, tout le monde sait que une période de transition est une période qui renferme
les traces du passé, c'est-à-dire une réminiscence, elle est impure. Il y a une trace du passé, et ce qu'on veut atteindre comme objectif, c'est-à-dire toujours une certaine impureté dans la période de transition. C'est vrai que l'accumulation des connaissances que nous avons à travers la recherche qui a été, c'est-à-dire qui a été accumulée, comme disait Mme Abzani, depuis des années, peut éventuellement nous raccourcir cette période de transition, c'est-à-dire la raccourcir avec l'accumulation de la connaissance que nous avons obtenue jusqu'à maintenant, depuis des années. Et puis maintenant, ce qui est important d'aller faire rechercher, je pense que même le projet actuellement avec la stratégie de la SNEP et son application, c'est d'aller mettre en œuvre cette boîte à outils, comme on l'utilise si souvent dans la prospective. Je pense que la problématique réside dans cette question d'imbrication entre ce qu'on veut atteindre comme objectif et quels sont les moyens que nous utilisons, ou bien quelle est la boîte à outils, pour éventuellement obtenir aller vers cet objectif in fine. Voilà. Juste une petite remarque. Il y a la page 18 sur le document que vous avez élaboré, M. Guimès. Vous avez parlé de gouvernance. Finalement, voilà, on parle de gouvernance. Le mot-clé qui reviendra toujours pendant très longtemps, c'est la question de gouvernance. Parce que quand on parle d'économie bleue, quelque part, on fait de l'économie bleue depuis des années et des années. Il suffisait tout simplement de regarder d'une façon un peu plus claire et un peu plus différente, disons, de ce angle différent, et de se dire, voilà, l'espace terre-mer, qui est un espace c'est un espace à géographie et à géométrie variable. Donc, ça nous pousse à avoir une nouvelle réflexion avec beaucoup de concepts et beaucoup d'objectifs de développement durable, etc., etc. Donc, pour résumer seulement, je pense qu'on devrait éventuellement regarder les choses d'une façon un peu plus simple. Et comme disait M. Folori, effectivement, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de comportement et de changement de paradigme et d'aller vers une certaine forme de transition pour aller vers cette question, ce développement qui forcément intègre pas mal de terminologies nouvelles et en même temps anciennes quelque part. Merci. Merci beaucoup pour ces deux commentaires. Donc, il y avait une dame ici qui avait levé le bras et vous prendrez la parole. Vous serez le dernier pour ce panel. Madame Créate, voilà. Karim Aboudebbi, cherche, mais j'interviens plus comme éditrice en chef de la revue Les Cahiers du Créate. Justement, en vous entendant tous parler, je me suis demandé si j'avais déjà reçu des articles sur l'économie bleue, la revue du Créate, qui est une revue spécialisée en économie. Il se trouve que je n'en ai pratiquement jamais reçu. Il y a un article qui aborde le secteur de la pêche qui va paraître bientôt, qui concerne la prospective, va paraître normalement bientôt au niveau de la revue, mais je ne reçois pas d'article. Pourtant, on peut dire que la revue Les Cahiers du Créate, c'est la revue de référence en matière d'économie en Algérie. Donc, je pense qu'il faut peut-être penser d'abord à la formation et essayer d'investir, surtout les universités, les écoles, etc., qui sont spécialisées dans le domaine de la formation en économie, proposer des sujets de doctorat, je ne sais pas, encourager les PNR dans le domaine, les pousser, je ne sais pas. Il faut qu'il y ait que les économistes dans le domaine de la formation et la recherche investissent le domaine pour qu'on parle par la suite de l'économie bleue, en tout cas en matière de recherche. Donc le déficit en matière de publication, même si M. Folori disait que ce n'était pas l'essentiel, mais on parle bien de la recherche, le panel parle de la formation et de la recherche, et moi je constate qu'il n'y a pas de résultats de recherche, donc il n'y a pas pratiquement de recherche en fait. Il faut peut-être une stratégie déjà pour ça. Voilà. Oui, peut-être il faut un peu nuancer. D'abord, je vous remercie parce que vous faites un appel à la communauté scientifique et même au-delà de la communauté scientifique de venir vers la revue spécialisée du Créate pour les gens qui veulent publier sur l'économie bleue ou la gestion maritime.
mais peut-être que c'est un problème de visibilité aussi, hein, parce que les résultats de la recherche existent, mais parfois ils ne sont pas suffisamment valorisés à travers des articles ou d'autres canaux de valorisation. Mais votre revue va donner la possibilité à toute cette... On l'espère. Voilà. Très bien. Très bien. S'il vous plaît. Et c'est la dernière intervention avant la conclusion de M. Felloukhi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis Bachir Ben Arba. Je suis directeur de la TRSSV Oran, l'agence thématique de la recherche, l'agence thématique de la recherche en sens de la santé et de la vie. Donc c'est l'agence. Je vais faire un petit commentaire et puis une question directe à M. Felloukhi. Dans les interventions, j'adore vos interventions et j'adore vous lire parce que vous allez directement dans les ruptures et dans les interfaces pour lesquelles beaucoup de gens évitent, surtout quand on était décideur puis chercheur. Donc vous avez les deux casquettes. C'est pour ça que je vais faire un petit commentaire et directement une question vraiment pragmatique. Alors pour les commentaires, au niveau en tant qu'agence thématique de recherche, la DGRSDT, le ministère, je pense qu'il y a un travail qui a été fait au niveau des PNR. PNR 1, il y avait une expérience, c'était une première expérience, mais quand même qui a réussi à ramener les partenaires socio-économiques d'une façon ou d'une autre à travailler avec les chercheurs et le secteur universitaire. Dans les PNR 2, moi j'ai l'accès à la plateforme en tant que directeur, il y a un nombre important. C'est-à-dire quoi? C'est à travers certaines lois qui étaient intelligentes parce qu'on a compris la situation réelle, parce que il faut dire que moi j'ai bien entendu alors l'intervention de notre collègue qu'il faut accepter les résultats de la recherche. Mais on le sait, hein, tous les départements ministériels le savent, que le partenaire socio-économique, c'est vraiment, il est réticent, et c'est normal, et donc il faut le ramener. Je pense que les PNR, c'est une très bonne expérience pour ramener les gens et pour les mettre à travers des rétributions, etc. Ma question directe au Ustad Felloukhi. Alors, vous avez parlé de la rupture, et je suis avec vous qu'il y avait beaucoup de livrets blancs, beaucoup d'assises, beaucoup de rencontres, des recommandations à la fin, et des fois, c'est comme vous le dites toujours, on fait bien de la recherche, on publie des articles, mais sur le plan réel, il y a toujours un problème pour avoir cette valeur ajoutée. Alors, ma question directe, M. Felloukhi, pragmatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette recherche soit utile et qu'elle puisse répondre à des questions réelles? Vous étiez un décideur, puis vous êtes chercheur, alors pragmatiquement, nous par exemple, au niveau de la DGRSDT, ou les ATR, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire réellement, parce que vraiment il y a une volonté. Il y a des gens qui ont la volonté de faire développer les choses, pour faire avancer les choses, pour éviter les obstacles qu'on a eu, les problèmes, tous les problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pragmatiquement, c'est Felloukhi? Avant de donner la parole à M. Felloukhi, j'aimerais vous dire qu'il y a un panel qui va juste suivre l'intervention de M. Felloukhi, qui pourrait offrir aussi, dans le cadre de la coopération, des ouvertures ou des perspectives justement pour appuyer ce caractère concret. Donc, nous sommes un peu en retard. Je vais demander à notre ami Felloukhi de prendre vraiment 5 minutes maximum. Et bien sûr, M. Merabet doit intervenir parce que la question interpelle aussi le secteur de la recherche scientifique. Donc, ils auront tous les deux 7 minutes et demie pour intervenir. Très bien. Moi, je voudrais quand même vous rassurer. Hein. Ça veut dire que les tensions dans un système, c'est une bonne chose. Alors, les tensions, c'est une inadaptation. C'est une insatisfaction. C'est l'impression qu'on a qu'on peut aller plus loin. C'est ça une tension. Elle vient d'un décalage entre un potentiel. On peut observer une étude sur l'économie bleue en 2017. On a observé tout un ensemble d'insatisfactions. Et bien sûr, cette volonté de mieux valoriser les ressources que nous avons entre les mains. Je lui proposerai un article. On a déjà, Hada, il est en retard sur un des articles qu'on devait faire. Ça fait 2 mois que je lui cours derrière. Mais je pense que c'est intéressant aujourd'hui de mettre quelque chose autour de l'économie bleue le plus tôt possible dans la communauté scientifique. Ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, gentiment, en essayant moi je suis convaincu et je sortirai un policy brief sur du CREAD là-dessus, je suis en train de travailler là-dessus. Nous sommes organisés dans la recherche au mode 20e siècle. Et on est au 21e. On est venu d'un modèle linéaire. Un jour,
on est venu d'un modèle linéaire que nous avons essayé de pousser, recherche fondamentale, recherche appliquée. On a créé les agences avec une structuration. On a mis un bout d'innovation en disant, bon, voilà, l'innovation, elle va venir. Bon. Je parle en tant que modèle, hein, je parle pas des personnes, des laboratoires, des ressources. Notre modèle générique d'organisation de la connaissance et de la production de connaissances est un modèle du XXe siècle. Aujourd'hui, on vit au XXIe. Est-ce qu'il faut l'abandonner? Non, il faut le dédoubler. Il faut créer le chemin dans l'autre sens. J'ai le chemin de la recherche fondamentale, votre laboratoire, vous faites votre fiche, vous allez recenser, parce que les agronomes, ils veulent compter les arbres, les aliotes, ils veulent compter les poissons et les plantes. Tout le monde veut compter tout le monde. C'est bien. Aujourd'hui, on a besoin que on ait ces inventaires, bon, mais voilà. Mais on est dans un temps court aujourd'hui. On a besoin de malaxer la connaissance en temps réel. Je peux pas la produire en bas de l'article, en bas de le brevet, en bas de l'agence de ça veut dire le vulgarisme. Tout ça, c'est des temps. Aujourd'hui, on vit dans un temps numérique. Le problème se pose, y a-t-il solution? Il n'y a pas de solution. Je peux le présenter, c'est 1 mois, 2 mois. Je réponds, même si je produis de la connaissance, j'ai pas le temps de la mettre en forme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée des nouveaux espaces où il n'y a pas ces temps, je sais pas, Mathéo ce matin parlait de hub, voilà, on a des mots, cluster, hub, appelez ça comme vous voulez, on n'a qu'à créer, nous, un devoir technologique. Un devoir technologique, ça serait, je mets, je sais que vous direz, un devoir technologique, ça l'a déjà, c'était le devoir. Oui, devoir, le devoir. J'aime maham, que devoir. Mais dans le tour de table en temps réel et de manière continue et programmative avec des outputs. Alors moi, je suis convaincu qu'il faut des grands projets. Il faut des grands projets. Il faut des projets fédérateurs. Des espèces de projets qui sont dans le sens de l'économie. Et qui, voilà, un bateau, il y a des milliers de pièces. Il y a des dizaines de métiers faits. Ça va de la chardonnier à la soudure, à l'électronique, Il faut des grands projets où on peut structurer derrière. Alors, je vais vous dire encore plus. Moi, je suis convaincu qu'il faut faire beaucoup de choses avec de l'apprentissage. On n'a pas eu les gens de la formation professionnelle. Il faut les associer. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les innovations à la technologie, c'est les... high level. Mais malheureusement, aujourd'hui, ceux qui touchent, ceux qui soudent, ceux qui boulonnent, ceux qui sont capables de façonner, ils sont dans la formation professionnelle. Les PFE, aujourd'hui, de toutes les écoles de formation professionnelle, ils prototypent. Ils vont jusqu'au prototypage. Et le fait de rester comme ça en disant, bon, on va produire de la connaissance en PowerPoint. Aujourd'hui, c'est le PowerPoint. Je parle à quelqu'un, il dit que j'ai fait un article ou là j'ai fait un PowerPoint. Il faut aller au prototypage. Alors vous allez me dire que l'entrée d'être un financement pour... Je sais, mais aujourd'hui, il faut... Je ne condamne pas ce qui existe. Au contraire, il faut continuer à le développer. Mais il faut créer le mouvement inverse, avec un temps de réponse, avec des méthodes différentes, avec même des rémunérations différentes. Comment vous les rémunérer? Je vais lui poser la question, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, un expert. هذا تمام. t'as expert. Un bureau d'expertise. Il a une connaissance. J'ai besoin de lui dans le tour de table. Aujourd'hui, je vais vous faire la proposition de participer à un PNR. Appelez-le, il va essayer par mois. Donc, un bac plus 5, enfin, j'ai rien dit jusqu'à présent. Voilà, c'est l'introduction, Merabet, c'est l'introduction dans la communauté scientifique,
jusqu'à 800 000 dinars. Ouais. Pour le 800 000 dinars, en plus de son salaire, c'est des gens salariés. Là, je parle de la communauté scientifique. Si on veut faire du business, il ne faut pas être salarié. Mais pour les partenaires socio-économiques, c'est 300 000 dinars par an. C'est un bac plus 5. Voilà, mais quand même, il y a eu des efforts pour avoir le décret, parce que l'ancien PNR, en 2011-12, vous travaillez gratuitement. Et quand est-ce qu'il est payé 6 mois. 6 mois, il sera payé. À la fin du projet. Là, monsieur, à la fin. 6 mois. Là, 6 mois. Monsieur Ferroé, c'est pas meilleur avec le secteur économique, hein. Vous travaillez avec la Sonatrach et vous êtes payé 2 ans après. Non mais juste pour dire, c'est pas tout le monde qui travaille avec la Sonatrach. Vous ne pouvez pas mobiliser une compétence avec ces prix-là. C'est pas possible. Parce que vous êtes dans un marché international des compétences. Vous n'êtes pas dans... Sinon, après, on va Galadak, Jah, Shimto, voilà. Mais ça, dans le mode conventionnel, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais dans le mode dans lequel nous devons aller devant, construire l'avenir, il faut créer de nouveaux espaces, de nouvelles règles. Et au bout, c'est un produit fini, livré avec toutes ces dimensions. Voilà, c'est ce qui me semblait intéressant. En tout cas, oui, bien sûr. En tout cas, M. Ferroé a posé un vrai sujet qui mérite encore peut-être discussion. Donc, vous avez peut-être 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc d'abord, je voudrais attirer votre attention. En 2018, il y a eu le salon des résultats de la recherche. On a présenté plus de 400 prototypes. Et le secteur socio-économique n'était même pas intéressé pour venir voir les prototypes au salon. D'accord. Mais quand même, récemment, on a signé une convention avec la CAPC. On a même fait un atelier avec eux pour voir quelles sont les opportunités de recherche et développement et d'innovation entre les entreprises et le monde de la recherche. Donc déjà, c'est un pas en avant. Donc quand même, c'est très motivant. Et comme il a été déclaré par le directeur général de l'agence thématique, la PRSSD, l'année passée, on a reçu 850 projets PNR. Ça veut dire les gens sont intéressés à faire la recherche-développement avec la communauté scientifique. Et une des conditions pour le PNR, c'est qu'il faut qu'il y ait que l'idée du projet jaillisse du partenaire socio-économique. D'accord? Oui, vous me dites la prime n'est pas très intéressante. Oui, mais 25 000 dinars par mois pour un ingénieur qui travaille dans le secteur public, quand même, c'est quelque chose. C'est mieux que rien. Et en plus, il fait de la recherche, il sera cité dans un article, etc. Mais si vous voulez toucher une prime plus intéressante, il faut faire les programmes internationaux, l'innovation. Voilà, des projets Prima, vous aurez des financements jusqu'à 500 000, 600 000 euros par projet. Horizon Europe, vous avez 95 milliards d'euros et vous aurez un personnel cost de 1 000 euros par mois. Voilà. Mais c'est de l'innovation. D'accord. Merci beaucoup, Simona. Juste pour terminer. Très bien, merci. Très bien. Voilà. Sinon, pour la revue de la dame, donc je la félicite et je la remercie, mais peut-être que le professeur Grimes, lors de sa présentation, c'est écrit que c'est publié, non? Qu'est-ce qui est publié? C'est le résultat d'une publication. Lequel? La présentation que vous avez faite. Non, une partie. Voilà. Une partie. C'est une publication internationale. Une partie qui a été faite dans l'IEP MED. Voilà. Non. Les chercheurs cherchent les revues indexées. Et je vous encourage à faire plus. Là, non. Elle n'est pas indexée A, parce que le chercheur, le doctorant, il cherche une publication pour soutenir le doctorat. C'est logique. Hein? On parle. Je sais. Mais la raison, c'est que les chercheurs cherchent, les doctorants d'une manière générale, cherchent à publier dans des revues indexées. Au moins B pour soutenir le doctorat. Naya, elle est B. Allah يبارك. Donc on invite les chercheurs à publier directement. Parce que les filières techniques, il faut soutenir A ou la B. Climatiser. Voilà. Mais sinon, je voudrais attirer votre attention que
parfois dans les projets internationaux, le secret de la réussite du projet, c'est l'interdisciplinarité. Et on remarque que dans les projets internationaux, généralement, c'est les filières techniques qui sont présentes. C'est l'agriculture, c'est l'électronique, c'est l'eau, etc. C'est pour cela qu'on invite la communauté scientifique des filières sciences humaines pour participer à ce genre de projet. Pourquoi? On a eu, je ne vais pas raconter toutes les success stories des projets internationaux, mais je vais vous présenter deux résultats de deux projets internationaux. Le premier, c'est Camel Mill. C'est un projet financé par l'Union européenne dans le programme Prima sur le lait de chamel. Donc, la chercheuse de l'université de Ouadsouf, avec une laiterie de la région, ils ont pu donc obtenir un financement de 200 000 euros. Et grâce au projet, il y a eu non seulement un financement, mais un renforcement de capacité, ce qui leur a permis d'augmenter la capacité de production de lait de chamel de 100 litres jour à 5000 litres heure. Là, c'est un seul projet dans le domaine de lait de chamel. Bien sûr, les thématiques d'économie bleue figurent dans les programmes Prima, dans le programme Horizon Europe. Horizon Europe, c'est 95 milliards d'euros. On a déjà lancé des appels de 220 millions d'euros. Un appel, il est en cours toujours. La dame de la pêche a parlé justement du domaine énergétique, etc. Ça part de la modélisation énergétique. Le dernier délai pour soumettre les projets, c'est le 27 octobre. Donc, je vous invite à participer. Il faut savoir qu'un bailleur de fonds, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est le bailleur de fonds qui finance. Si vous-même, là, où lui a décidé de vous mener. C'est normal. Moi, si je finance un programme, et je vous emmène là où j'ai envie. C'est normal. D'aller. Ce que je veux dire. Je vous emmènerai jamais là où vous devez aller. Ce que je veux dire, c'est que la communauté scientifique algérienne, une fois on l'invite à participer à des projets de haut niveau, ils sont là. On a plus de 60 projets Prima. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne concurrence. Ça veut dire que les chercheurs algériens ont un bon niveau, un très bon niveau. Ça veut dire qu'il faut que le partenaire socio-économique donc, les invite et présente ses préoccupations pour donc, répondre et trouver les solutions adéquates. Merci beaucoup. Merci pour nos panélistes. Donc, une transition directe. Donc, je vous remercie et je vous invite à rejoindre vos sièges.